j'ai une vie complètement atypique et je pense qu'à force, ça me pèse. Voilà, c'est tout. Voilà. Faut se faire une raison. Et à force, c'est lourd. Voilà, j'ai peut-être besoin un peu de repos, physiquement, mentalement, je sais pas. D'aller me mettre au vert chez mes potes à Bali. Et voilà, peut-être aussi, voilà, je sais pas. Pour moi, d'en avoir été privé pendant de nombreux mois, des années. En combien de temps tu as été privé de cette liberté? Une vingtaine de mois. Une vingtaine de Voilà, mois, une vingtaine un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans, voilà, parce que j'ai eu la chance d'être primaire et puis d'être bien défendu. Et puis c'était une incarcération. Voilà, une incarcération où j'ai une très très belle détention, où j'ai donné de ma personne, comme ça je sais le faire. Peu importe le délit, c'est un délit voilà, qui est tout à fait respectable, qui n'a rien à voir avec des délits qui sont moins avouables. Voilà. C'est une erreur de jeunesse sur un parcours voilà, un peu chaotique. Et j'ai des gens qui ont mis fin à leur vie dans les douches. Quand tu sors ton petit bac à douche, tu te ressors, t'as plein de sang, t'as le mec qui s'est tailladé les veines. Aïe, beaucoup de la fois, pas me dire les trucs comme ça. Je ne peux pas le transmettre à ma progéniture parce que je n'en ai pas. Et ça, c'est mon grand regret. J'aurais aimé avoir un petit garçon un peu sot, que j'aurais habillé un peu dégaine. Je pense que ouais, c'est un regret, mais bon, ça s'est pas fait. Il faudra avoir 2 vies. Fabrice. Ben me revoilà chez toi, Sam. Et ben voilà, te revoilà, comme par magie, mais cette fois-ci pour une interview beaucoup plus profonde, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, étant donné que je vais m'intéresser à ta véritable histoire de vie. Alors là, il y a le Fabrice qu'on a vu à la télévision dans de nombreuses saisons sur M6 de Pékin Express, dans 2 saisons des Apprentis Aventuriers sur W9. Sur quelle chaîne on t'a vu encore, Fabrice? T'as fait plein de trucs, toi? J'ai plein de petits trucs. Ouais. Beaucoup M6 et W9. Ah oui, j'ai pas un contrat avec eux, mais ils m'aiment bien. Ils n'ont pas envie que je parte sur une autre chaîne. Donc voilà, je sais ce que je leur dois et je suis bien chez eux. Pour l'instant, j'y reste. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est ce qui t'a construit, ce qui a créé l'homme. Alors encore une fois, je ne sais pas si ça va intéresser les gens. Je suis en train d'écrire un bouquin d'ailleurs. Ce n'est pas une promo, je le fais parce qu'il ne sera pas sorti avant mes 60 ans. Mais c'est vrai que ça fait du bien. C'est une bonne thérapie un peu de pouvoir parler un peu de soi et puis que les gens te connaissent un peu mieux quand même. Et qu'on ne soit pas le Fabrice de Pékin Express voilà, qui me colle à la peau, qui est gravé au fer rouge. On fait un bond dans le passé? Si tu veux, allez, vas-y. Alors on va découvrir une photo de toi, enfant. Ouais. T'es mignon. Ouais, je suis né voilà, le 8 juin 68. Dans l'Ardèche, voilà, dans un petit village, et voilà. Ça, c'est le petit Fabrice, il va avoir 1 an, j'étais tout blond, j'étais bien nourri, j'étais tout beau. T'as des sacrés joues, hein? Ouais, j'étais bien nourri, ouais, j'étais bien, et puis j'avais une mère aimante et tout ça. J'ai toujours cette... ça, c'était la médaille de mon baptême. Dans quel cadre familial il grandit, ce petit Fabrice? Raconte-moi. Oh, tout simple, voilà, j'étais fils unique, avec des parents aimants qui se sont fait pareil, tout seuls, voilà, qui ont voulu sortir d'une situation. De quelle situation? Bah, c'est des gens qui travaillaient à l'usine, ils n'avaient rien. Mon père est suisse, double national, je le suis aussi, donc il vient d'une famille, je pense, si on remonte très loin, une famille yéniche qui était venue là d'Afrique de l'Europe de l'Est, et qui se sont plantés en Suisse comme ça. Lui, ça lui plaisait plus ou moins, il est arrivé en France, il a commencé à travailler comme tout le monde dans les usines, et puis c'était pas son truc. Il était un peu en marge de ça, donc à l'époque, voilà, il a fait un peu de ferraille, il a fait un peu de brocante, il s'est débrouillé, voilà, il s'est débrouillé. Et puis ça, il a construit son personnage, il s'appelait René, mon père, et il m'a tout appris. Et comment on grandit quand on est fils unique, avec des parents très aimants? Eh ben, j'ai grandi tout seul en me racontant des histoires. J'étais fils unique, j'étais Gémeaux, donc forcément, j'avais l'amour d'une mère que pour moi, où voilà, et puis elle s'est occupée de moi. On a vécu longtemps en caravane ensemble parce que mon père avait la folie des grandeurs, avec pas d'argent, il s'est vu acheter un château, il se voyait châtelain, donc il avait acheté une ruine en pensant la faire en 1 an, et ça a duré 9 ans les travaux, parce qu'un coup il avait de l'argent, un coup il n'avait pas, voilà, ça jonglait à droite à gauche, voilà, ça vivait au jour le jour, c'était une vie un peu de saltimbanque, mais et j'ai grandi là dans cette caravane avec mon père et ma mère, c'est pour ça que j'aime les choses un peu clos, les choses petites, où on ne soit pas envahi par les choses, où toutes les choses ont un sens, où les choses qui sont là servent à quelque chose, il n'y a pas de superflu. Eh ben, on va les découvrir, ces parents. En Ouais. photo, tes parents, Fabrice.
Et te voilà enfant. Oh, ma maman était sévère sur cette photo, ouais. Elle faisait la moue. Ouais, c'est une fille, voilà. Elle est belle ta maman. Ouais, elle était très jolie, elle est toujours d'ailleurs. Elle est toujours T'as en encore vie. tes parents? Mon papa est parti d'un cancer. C'est un gros fumeur, il est parti d'un cancer il y a 13 ans. Mais attends, tes 2 parents, je crois, ont eu un cancer. Oui, ma maman est sortie, oui, elle a eu deux grosses interventions, elle s'en est sortie. Je pense que j'ai été son meilleur médicament, en toute modestie. Si j'avais pas été là, elle serait partie. Oh, c'est beau ce que tu dis. Oui. Comment on est le médicament de sa maman face au cancer? Eh ben, le problème, c'est un soutien qu'il faut quand on a le cancer. Parce que quand on a des soutiens, quand on subit deux mastectomies comme ça, il faut accepter son regard dans la glace. Encore, ça lui est arrivé, elle avait presque 78 ans. Mais j'imagine ça arrive à quelqu'un de très jeune. Pour un couple, c'est très difficile. Donc elle a perdu sa poitrine. Elle a perdu ses deux seins, voilà. Donc il a fallu se restructurer. Elle a pris ça un peu à la rigolade. Elle a une très très bonne nature comme moi. Elle sait tirer le positif des choses qui sont un peu, des fois, dans la vie, difficiles. Et elle est très dure avec elle, donc forcément, elle est dure avec les autres. Elle a son tempérament. Mais et je pense que j'étais son meilleur médicament par ma présence, forcément. J'ai été là, quand elle n'allait pas, j'étais là, je lui prépare ses petits plats, parce que quand je ne suis pas là, elle stresse, elle mange. Les anciens ne mangent pas, à part des biscottes trempées dans du café ou des biscottes de sardines, que moi je lui fais des vrais repas où elle se régale, je mets sa chantilly sous le bout des doigts. Et je lui dis pourquoi tu ne l'achètes pas quand je ne suis pas là? Mais elle ne sait pas. Donc je lui fais ses courses pour elle, je m'en occupe, et puis c'est de la présence. On vit ensemble, mais chacun indépendant. T'as quel âge, Fabrice? 56. 56 ans. Ta maman, elle a quel âge? 84. Ok, et tu vis avec ta maman depuis combien de temps? Ça fait des années. Depuis Oui. toujours? Pas toujours, non, parce que j'avais quand même quelqu'un, donc je m'en occupais. Quand je vivais avec quelqu'un, c'est difficile de vivre avec quelqu'un et avec ta maman, tu vois, au niveau d'intimité. Et puis c'est surtout que ma maman, elle est tombée malade depuis 7 ans, et là, depuis 7 ans, je suis avec elle vraiment pour être à ses côtés. Le moment où je suis allé la chercher au CHU de Saint-Étienne, et je lui ai dit, maintenant, je te lâche plus. Elle avait besoin de moi, elle était paniquée complet, elle voulait partir d'ailleurs. C'est-à-dire partir? Elle m'a dit, je ne sers plus à rien, t'as vu dans l'état où je suis, entre nous. C'est des propos qui sont forts, mais qui sont oui, vrais. qui font mal même. Et ouais, alors je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie d'entendre ça, moi je suis là, je veux dire, tant que tu seras là, je m'occuperai de toi. Mais elle me dit, écoute Fabrice, t'as vu, je fais du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, je sers à quoi? Elle sait qu'elle me bloque, parce que moi, si elle n'avait pas été là, je serais peut-être loin déjà, je serais parti, voir des amis ailleurs, faire ma vie ailleurs peut-être, mais je peux pas, moi je suis fils unique, je sais ce que je lui dois, si elle n'avait pas été là pour moi, je serais plus là non plus, donc c'est bien que je lui rende l'ascenseur et d'être là aujourd'hui pour elle. Et tu te dis pas parfois, désolé si la question elle est bête, hein, Fabrice, hein, tu me le dis, mais tu te dis pas, oh, j'aimerais pouvoir avoir mon indépendance, j'aimerais pouvoir avoir ma vie, j'aimerais pouvoir faire mes rencontres, j'ai pas envie de me sentir obligé de tout le temps être au crochet d'une maman? Mais j'ai ressenti, j'ai eu mon appartement d'indépendance, le mien. Elle était toujours chez moi, j'étais toujours chez elle. À la sortie, pourquoi? Elle n'a pas une grosse retraite. C'est vraiment le strict minimum. Si j'étais pas là, elle pourrait même pas s'en sortir. Et moi, donc on a tout mis ça en commun, on vit très simplement, mais on rigole. Voilà. C'est une présence, elle regarde ce qu'elle veut à la télé, on mange pas aux mêmes heures, moi je fais du sport, mais quand j'arrive, je suis là. Elle sait que je suis là, même si je suis dans ma chambre, même si on ne se parle pas, c'est une présence. Donc j'ai essayé de prendre mon indépendance, mais je trouve entre nous, Sam, tu verras, peut-être avec le recul, je trouve que c'est DiCaprio qui disait ça, mais il n'a peut-être pas tort. Il disait, si tu peux manger seul dans la vie, tu peux tout faire tout seul. Alors sûr, tu peux manger seul et tout faire tout seul. Mais que tu aies de l'argent sur un compte ou pas, quand tu es toute seule le soir devant ton omelette, c'est d'une tristesse. Et de fait de partager un repas, la présence, ça n'a pas de prix. La présence d'une personne. Moi, je vois que depuis que je suis avec elle, a complètement changé. C'est plus la même personne. Je le vois au niveau, elle est beaucoup plus sur son visage, elle est beaucoup plus épanouie. Et quand j'arrive, je la vois, elle est contente, elle sort dehors, elle s'inquiète pour moi, voilà. C'est beau, c'est pas le schéma qu'on a l'habitude de voir dans Mais notre si j'avais pas société. été là, mais elle serait plus là, elle serait plus là. Et je le revendique parce qu'elle serait pas battue. Elle se bat pour moi. Tu penses parfois au jour où elle sera plus là? Ah oui. Bien sûr. Ça te fait peur? Ouais. Pourquoi? Je ne pensais pas jusqu'à présent. Mais tu sais, moi, je suis fils unique sans enfant. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. Des cas comme moi, il y en a des centaines. Mais j'ai beaucoup d'affection pour ma mère. Et je sais ce que je lui dois. Donc après, les gens pourront me traiter de gay ou ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais une maman, je veux dire, la maman, c'est la personne qui peut être remplacée par personne. Je veux dire, on n'en a qu'une. Le jour où elles s'en vont, que ses parents t'en vont, c'est tout le toi qui s'en va. Tout dépend après la relation que tu as avec tes parents. Mais moi, ma relation est très forte avec ma maman et j'envisage même pas le moment où elle va partir. Si un jour je rentre, ou même de vélo, qu'elle soit sur son canapé ou qu'elle soit plus là, je veux dire, maintenant,
voilà, je vais rendre les clés au propriétaire. Je vais dire maintenant, Fab, on fait quoi? On va où? Moi, je suis fils unique sans enfant. Je sais pas, le plus tard possible, je dirais. T'as peur d'être perdu? Oui. Et ça me le faisait pas avant, ça. J'étais un peu dans l'insouciance et en vieillissant, c'est mon repère aussi. J'aime bien partir parce que j'ai toujours eu l'âme de voyageur. Mais qu'est-ce que j'aime rentrer et de la revoir et tourner cette clé, elle est là, avec ma petite chaîne. C'est mon moment où je suis bien, là. Quand je suis là-bas, où je me ressource. Ça te touche beaucoup, ce sujet? Ben oui. Là, tu as touché un point faible, c'est ma maman. À l'heure actuelle, c'est ce que j'ai de plus cher. Tu lui dis souvent je t'aime? Oui. Elle m'envoie des textos. Je lui ai appris, elle a que ça pour. Elle a un vieux téléphone, donc elle n'a pas de WhatsApp ni rien. J'ai réussi à lui apprendre à envoyer des textos. Elle m'envoie des textos sans arrêt. Je l'investis un peu dans tout. Et puis le fait de me voir à la télé, elle est fière, quoi. Je veux dire ça. Alors elle ne comprend pas tout des fois. Mais le fait de me voir, ça la transcende. Elle va regarder cette interview, tu crois? Tu vas lui montrer? Oh, oui, 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 je vais lui montrer, ah bah, bien sûr. Partout où je passe, je vais lui montrer. Elle est contente, je lui montre les photos. Elle me dit, ah oui, oui. Même si elle ne comprend pas tout, c'est pas grave. Elle ne se pose pas de questions. C'est ça que j'aime à ma mère, c'est que une maman, ça pose pas de questions. T'as pas de compte à rendre, et t'étais où, et t'as fait quoi. Ça fait toujours. Je veux dire, c'est une maman, c'est une vraie maman. Moi, je crois qu'il y a une phrase incroyable, c'est pas moi qui l'ai écrite. Je crois qu'une maman, elle t'a tout appris dans la vie, sauf à vivre sans elle. Cette phrase, elle est incroyable. Ta mère, elle va regarder, certainement, cette interview. Ah, mais oui, mais oui. Quel est le message que tu souhaites lui faire passer au travers de l'écran? Ah, regarde, je la regarde droit dans les yeux, face cam, et je lui dis, maman, je t'aime. Elle le sait, je t'aime, je t'aimais, je t'aimerai, tout le temps. Voilà. Alors, je ne ferai pas une grosse cérémonie le jour où elle ne sera plus là, mais elle sera toujours dans mes pensées. Voilà, elle est sur ma peau, elle est dans mes photos, elle est. Oui, 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 oui. Je sais ce que je lui dois. Et moi, comme je n'oublie pas, c'est comme un ami dans la vie. Si tu m'as tendu la main une fois, je ne peux pas te couper la main. Voilà, je suis assez comme ça. Je suis un peu de la vieille école, si tu veux. De la vieille école, ou une espèce de pacha. Voilà, quand tu te serres la main, c'est un patois un peu hors des choix. Quand tu te serres la main, normalement, c'est un pacte que tu fais. Même si ça ne veut pas dire grand-chose, une espèce de confiance. Les choses sont basées sur la confiance, sur l'amitié. Et c'est difficile de trahir. Et ce papa qui est parti d'un cancer, c'est ça? J'avais pas les mêmes rapports avec mon papa. Ah! Alors c'est quelqu'un qui m'a tout appris, il m'a ouvert les yeux, il m'a fait voyager, il m'a fait m'investir, il m'a dit elle n'était pas faite pour les études, arrête vite, passe vite ton service militaire, tu t'en débarrasses, comme ça tu viendras avec moi sur les marchés. Il m'a fait rencontrer des gens, voilà, j'aime le contact, c'est pour ça que j'aime les gens, je crois encore en l'humain. Même si c'est de plus en plus difficile, je crois encore à l'humain parce qu'il se passe des choses incroyables des fois. Tu fais des rencontres improbables. C'est ce qui est magique dans la vie. Et des rencontres improbables, tu en as faites parce que tu as beaucoup voyagé. Hein. Tu as voyagé dans plus de 80 pays. Je crois on va découvrir une photo qui a beaucoup de sens, qui parle beaucoup et qui est en lien avec le voyage. Sur cette photo, on te voit avec des globes. Des globes, ouais. Hein? C'était sur une brocante, j'avais fait ça et je trouve cette photo magnifique. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le voyage? J'avais fait avec la dame qui m'a donné ces mapes-mondes, ce jeu qu'on faisait tous quand on était petits. On tournait une map-monde, on fermait les yeux, on mettait le doigt et on dit stop, hop, on se mettait là et là j'irais. Alors ça, je marquais une liste de voyages à faire ou de rêves comme on fait tous. C'est ce que je dis aux gens. Si vous n'êtes pas bien, continuez à rêver, ayez des buts. Ça, c'est... Les gens qui n'ont pas de but dans la vie, c'est triste, il faut... Et j'ai dit, là, j'irai un jour. Je ne sais pas comment, mais j'irai. Alors, il y a des choses que je n'ai pas fait, forcément. Et alors, voilà, j'ai baroudé. Ça m'apporte énormément. Mais ça a ouvert ma sensibilité, parce que chaque fois que je reviens, je fais une dépression. J'ai le blues du retour. J'arrive plus. Et le voyage aussi, ça rime avec la liberté. C'est ça. Et la liberté, c'est une notion, je sais, qui est importante pour toi, dont tu n'as jamais véritablement parlé. Parce qu'à un moment donné, au cours de ta vie, sur ton parcours, tu as fait des erreurs dont tu vas peut-être nous parler, que tu vas peut-être confier, certainement. Alors ça remonte, hein. C'était il y a presque 30 ans. Il y a prescription, on va dire. Il y a prescription. Tu as manqué de liberté à un moment donné, c'est ça? Ouais, ça c'est délicat d'en parler, mais encore une fois, voilà, il y a prescription, c'est des erreurs de jeunesse que j'ai payées, que j'ai assumées. Et c'est salutaire d'en parler aussi. Ça fait du bien d'en parler, ouais. Il y a très peu de personnes qui le savent, Sam. Voilà, ça peut surprendre, voilà, le côté Fabrice qu'on croirait bienveillant. J'ai pas toujours été comme ça, même si j'ai toujours eu un très très bon fond, même si j'étais beaucoup rebelle.
Voilà, parce que ce que je dois à mes parents aussi, je pense qu'ils n'avaient pas été là, je ne serais plus là non plus. C'est pour ça que tu dis, je sais ce que je dois à ma mère. Voilà, je sais ce que je dois à ma maman parce qu'elle m'a canalisé dans mon caractère, où je filais du mauvais coton avec de mauvaises fréquentations. C'est vers tes 30 ans, c'est ça? Ouais, vers mes 30 ans, vers mes 30 ans. Et puis, moi qui aime la liberté, et puis il y a tellement de gens depuis la nuit des temps qui se sont battus pour être libres, que je revendique que c'est ma plus grande des richesses. Et pour moi, d'en avoir été privé pendant de nombreux mois, des années. En combien de temps tu as été privé de cette liberté? Une vingtaine de mois. Une vingtaine de Voilà, mois, une vingtaine un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans, voilà, parce que j'ai eu la chance d'être primaire et puis d'être bien défendu. C'était une incarcération? Voilà, une incarcération où j'ai une très très belle détention, où j'ai donné de ma personne, comme ça je sais le faire. Peu importe le délit, c'est un délit voilà, qui est tout à fait respectable, qui n'a rien à voir avec des délits qui sont moins avouables. Voilà, c'est une erreur de jeunesse sur un parcours voilà, un peu chaotique. Je peux me permettre de te demander quelle était cette erreur de jeunesse qui t'a conduit à être privé de liberté? Ben on ne s'en est pas pris à une personne, on s'en est pris à des biens qu'on a dégradés, avec des intimidations, avec des... voilà, on a voulu faire un peu les bonhommes, un peu... Des biens publics? Des biens publics, ouais, des biens privés aussi. C'était quoi? C'était voiture, une forme de rébellion? Une rébellion, une espèce de... Voilà, sur quelqu'un qu'on pensait qui nous voulait du mal, qui nous lâchait pas. Et c'était un moyen, on avait essayé de discuter, c'était compliqué de rentrer en contact avec, pour Dieu sait si j'aime le contact. Et encore une fois, on ne s'est pas compris, j'étais un peu fou. Voilà, est-ce que c'était pas une période où j'étais vraiment, c'était vraiment un peu de l'inconscience. Tu avais une trentaine d'années? J'avais une trentaine d'années, ouais. Et voilà, je m'étais perdu un peu, comme ça, j'ai essayé de prouver quoi, je ne sais pas. Mais encore une fois, j'ai vu la peine que ça faisait, parce que c'est difficile l'incarcération pour soi et surtout pour les gens de ton entourage. Bah c'est une incarcération aussi pour eux? Mais forcément, quand ils viennent te voir au parloir, c'est un déchirement, voilà, encore une fois, quand ils s'en vont, à toutes les familles que j'ai connues comme ça. Mais encore une fois, même si je ne suis pas large d'épaule, mon caractère a fait que j'ai tiré tout le positif de ça. En donnant de ma personne, j'ai aidé des gens qui étaient indigents à faire des textes, à écrire à leur avocat. Donc j'ai eu une détention très bonne. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des détentions qui sont très difficiles. Il y a des gens qui sont rentrés, qui sont pour des délits mineurs, qui ne s'en sont pas ressortis ou qui ont été marqués à vie. Moi, j'en parle, mais je n'ai pas été marqué. Je ne dis pas que ça a été la colonie de vacances, parce que j'ai vu quand même des choses difficiles au quotidien. C'est difficile à vivre, l'incarcération, il ne faut pas croire, ce n'est pas qu'à la télé. Mais encore une fois, voilà, j'ai eu la chance d'être avec des bons compagnons de cellule que je n'ai jamais revus, parce que je ne voulais pas que ça... Voilà, après, une fois que c'est terminé, j'ai voulu tourner la page et rentrer dans le droit chemin, parce qu'autrement, après, c'était voué à l'échec et c'était des récidives, comme beaucoup de copains, et qui ont passé plus d'années dehors, enfin dedans que dehors. Et moi, je ne pouvais pas, par rapport à mes parents, je ne pouvais pas leur faire un mal comme ça. Voilà, ils n'ont pas compris ce qui arrivait déjà, et en tant que fils unique, je dis voilà, rentre dans le droit chemin, rentre dans les clous, même si j'aime pas rentrer dans le système, même si j'en profite pas non plus. Voilà, ils me demandaient rien, je leur demandais rien. Voilà, j'ai toujours gagné ma vie honnêtement, mais toujours un peu borderline quand même, voilà, parce qu'il me fallait de l'argent pour faire mes voyages, ça tombe pas du ciel, moi je me suis fait tout seul. Voilà, je peux pas compter sur trop mes parents, même s'ils étaient là, mais financièrement non. Qu'est-ce que tu as vu de difficile? Tu disais, c'est pas une partie de plaisir, la détention, mine de rien. J'ai vu des choses difficiles, des choses qui m'ont marqué. Qu'est-ce qui t'a marqué, Fabrice? Ben, ce qui m'a marqué, j'ai des visions. Après, il faut faire. Je ne me suis pas fait psychanalyser pour ça, mais j'aurais pu. Ben, vous voyez, j'ai des gens qui ont mis fin à leur vie dans les douches. Quand tu sors ton petit bac à douche, tu te ressors, t'as plein de sang. T'as le mec qui s'est tailladé les veines. Aïe, oh, là, faut pas me dire des trucs comme ça. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que c'est ça. Et donc, on peut pas parler de ça, tu vois. Donc j'ai vu des trucs incroyables, j'ai vu des coups de couteau dans le cou, j'ai vu des... Donc ça, je ne peux pas en parler, c'est trop gore. C'est pas ça, c'est moi, je suis particulier avec ça, je tourne vite de l'œil. Oui, je peux te dire des trucs... voilà, j'ai vu des scènes, voilà, des scènes, on va dire. Oui, j'ai vu des scènes, et puis le bruit des clés aussi, qui est répétitif. Ah oui. Le bruit des clés sans arrêt, qui s'ouvre, qui se ferme, qui te... Mais j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de courriers de soutien. Je crois que j'ai battu un record de lettres. Il disait, Fabrice, je me rappelle, le surveillant qui m'amenait, bien encore pour toi, c'était incroyable. Et donc, voilà, et après, je me suis mis à écrire, mon goût pour l'écriture, pour la langue française. Je sortais même plus en promenade, j'étais boulimique, j'écrivais.
J'écrivais, je répondais aux lettres, et puis après j'essayais d'écrire. Voilà, j'ai pas gardé grand-chose à part mes souvenirs, parce que je suis pas celui qui garde tout. J'essaye un peu de me faire abstraction de tout ça. J'ai gardé juste un petit fascicule comme ça, ou des choses que j'écrivais au quotidien. Mais voilà, ça c'est encore une fois, il y a prescription, mais c'est un fait marquant de ma vie et qui a changé ma vie forcément. Ouais. Et elle l'a changé comment, cette vie? Comment ça se passe, une sortie d'incarcération? J'étais très honteux. Comment on revit, Bon, normalement? Au départ, tu te caches. Quand tu ressors d'incarcération, je me rappelle toute ma vie, le jour où mon père est venu me chercher, qui m'a arrêté sur l'autoroute, qui m'a payé une boisson. J'avais plus le goût que ça avait, je savais plus rien. On ne s'est pas parlé tout le voyage. Tout le voyage. Il est venu me chercher avec son grand break. Je me rappelle, il avait un grand break. Il dit merci papa, ça fait du bien d'être dehors. Je suis parti, je suis tourné la tête. Et on a fait toute la route. J'étais à Auton, en Savoie. J'étais au centre de détention d'Éton, après Sud-Lyon. C'était une maison d'arrêt. Et après, ils m'ont mis là-bas en centre de détention. J'étais plus tranquille. Et la route était longue de Savoie jusqu'à chez moi. On ne s'est pas parlé. Et j'ai compris dans son regard s'il avait pu me dire quelque chose. Il me dit Fabrice, il n'a pas trouvé les mots non plus, parce qu'il était content, mais c'est pas quelqu'un qui s'exprimait énormément, et qui m'a dit une fois ça va, mais pas deux. En voulant dire la prochaine fois ta mère, si tu veux faire mourir ta mère, t'as qu'à refaire des conneries. Et là, j'ai eu un déclic. Je lui ai dit non, non. Ça serait tellement égoïste de ma part. Le jour où j'ai tout seul, après, quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux, tu peux t'en prendre qu'à toi, après voilà. Mais là, je peux pas. Bah, c'est ma sensibilité que j'ai, c'est mon gros cœur, même si j'ai fait des bêtises, même si j'ai payé, que je les avoue, encore une fois, j'ai quand même un cœur derrière ça et puis une éducation. Et je pense que, ce que je dis à tout, peu importe ce que tu es dans la vie, quand tu as une éducation, tu peux aller dans le monde entier. Pourquoi tu avais ce sentiment de honte? Bah, j'ai été honteux avec mes parents parce que je les ai fait énormément souffrir. Ils venaient toutes les semaines prendre sur eux, faire la route pour une demi-heure de parloir. Je fais beau semblant, je me présentais bien, mais je savais que ça passe tellement vite, une demi-heure à discuter, que chaque fois qu'ils partaient, j'avais le nœud au ventre. Je dis, t'inquiète pas, ça va Fab? Il me dit, maman, mais ça va, ça va. Des fois, ça allait pas, mais je voulais pas que... Et je mets dans ma tête, mais quand elle repartait toute seule, parce que des fois ils venaient à tour de rôle, des fois il y avait des parloirs doubles, mais c'était difficile à avoir, ils venaient chacun à leur tour. Je n'avais pas toutes les semaines, mais quand je voyais ma mère, et quand c'était fini, il me dit, voilà, c'est fini, Fabrice, faut... Alors tu partais, tu te faisais derrière, bisous comme ça derrière la vitre, et tu te disais, oh, mais qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va rouler Alors j'essayais toujours de me présenter, de bien me présenter, d'être élégant, pas marqué, tu vois, pour lui dire, tiens, voilà, ça se passe bien, écoute, voilà, je coche les jours, voilà, pour le jour où je te retrouverai, mais... C'est difficile la détention. J'ai des copains qui sont, j'en ai d'autres qui ont fini. On est tous unanimes. T'en sors pas indemne. Je veux dire, t'en as qui ont choisi cette vie. T'en as qui ont choisi cette vie, à la limite, voilà. Mais quand c'est passager comme ça, que t'es primaire et que ça te tombe dessus, je pense pour d'autres délits ou des gens qui sont incarcérés pour des délits, tu rentres pour des choses comme ça, des fois infimes, et tu peux en ressortir avec une violence en toi, quoi. Je veux dire, une espèce de rebelle, d'en vouloir à la terre entière. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et j'ai compris que mon père me disait dans cette bagnole, où il m'a parlé pendant toute la route en me disant, voilà, maintenant tu es là, mets-toi au boulot, et c'est une page de la vie qui se tourne. Voilà, faudra vivre avec, et puis ça va se diluer avec le temps, voilà. Et c'est ce que ça a fait. Je vis avec, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de choses, et puis plein d'autres choses. Et tu as déjà été amoureux, Fabrice? J'ai été amoureux, ouais. J'ai été très amoureux, ouais. J'ai été très amoureux 20 ans. 20 ans? Ouais. Et on sait peu de choses de toi. Hein. Non, mais c'est des choses que je cache, et puis c'est des choses intimes, des choses sur les réseaux que je veux bien montrer, mais il y en a d'autres, après je me préserve. On est obligé quand même, Sam, de se préserver un peu, parce que voilà, c'est une part d'intimité, là, déjà je me dévoile bien, mais encore une fois, voilà, il ne faut pas que les gens me regardent d'une manière différente maintenant. Bien sûr. Au contraire, non, mais au contraire, on te regarde avec encore plus de richesse, je trouve. Ah mais c'est toute une vie, puis il y a tellement de choses encore. Mais je peux te demander pourquoi ça s'est arrêté au bout de 20 ans, cet amour? C'est moi qui suis parti. Voilà. Voilà, j'ai décidé un jour de partir, mais quand tu pars comme ça, tu penses toujours que la personne va te retenir. Ouais. Donc j'ai mis longtemps pour faire mon sac, pour charger mon camion jusqu'à la dernière chemise. Et puis quand la dernière chemise a été mise, je dit elle ne me retient pas, donc c'est qu'elle me laisse bien partir. Et je savais très bien pertinemment dans ma tête, si je mettais cette dernière chemise, que je ne reviendrai jamais. T'avais quel âge? Ben, je me suis séparé il y a quand même 7 ans, 6 ans, je ne sais pas combien. C'est pas très vieux. Ah ouais, ça reste récent quand même. Juste avant Pékin. Ah ouais. Ouais, là j'ai vécu l'enfer, parce que t'oublies pas, 20 ans, on a construit des choses ensemble, et puis je me dis, ça m'a laissé partir, c'est que ça l'arrangeait peut-être, mais et c'est un gâchis pour moi, ça c'est indélébile.
Et c'était un choix de ne pas avoir Un d'enfant? tatou, c'est... Ben, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Ça serait à refaire, ouais. J'avais peut-être pas la fibre paternelle, quoique maintenant, avec le recul, j'aurais aimé un petit garçon qui soit là à côté sur le divan, qui écoute les... J'ai rien à transmettre. Et moi qui aime transmettre, qui aime transmettre mes expériences aux autres, je ne peux pas le transmettre qu'à des amis ou à des cousins. Je ne peux pas le transmettre à ma progéniture parce que je n'en ai pas. Et ça, c'est mon grand regret. J'aurais aimé avoir un petit garçon un peu sot, que j'aurais habillé un peu dégaine. Je pense que ouais, c'est un regret, mais bon, ça ne s'est pas fait. Il faudrait avoir deux vies. Vous en parliez, ça, avec ta Ouais. compagne de l'époque? On en parlait, tu es un peu plus âgé. C'est pas ça qui a fait que. Il aurait fallu le faire presque tout de suite pour éviter des grossesses à risque éventuellement. Elle avait combien de plus que toi? Elle a 4 ans. Elle doit avoir 60 ans cette année. D'accord. Mais on a privilégié le boulot, elle était fleuriste, on s'est monté fleuriste, on a fait des choses ensemble, on a privilégié le travail, on était tellement investi au travail qu'on s'est perdu un peu dans le côté familial. C'est difficile de tout réussir, Sam. Ah bah oui. Le gars qui me dit j'ai tout réussi, que ce soit une vedette de cinéma, et sa vie de famille, et sa carrière professionnelle, eh ben, il est où celui-là qui me le dise? Voilà, j'ai loin de tout avoir fait bien dans ma vie, c'est une vie de regret un peu, je dirais. Alors, moi, c'est pas moi de parler comme ça, parce que je dis aux gens, n'ayez surtout pas de regrets dans la vie, parce que c'est le pire de vivre avec des regrets. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à l'aube de tes 60 ans? Tu as quelques années devant toi, mais qu'est-ce que tu dirais au Fabrice d'il y a 10 ou 15 ans, qui était amoureux de cette femme? Ben, je crois que c'est le plus grand de mes gâchis, ça. Je vais vivre avec. C'est difficile de retrouver l'amour à un âge. Je veux dire, c'est plus pareil, tu prends des manies. Et puis, je pense qu'il y a une part d'égoïsme. Quand tu es tout seul, c'est difficile de donner la moitié de toi à l'autre. C'est-à-dire, tu penses que tu tomberas plus jamais amoureux? Ah, ça, j'aimerais. Ou comme un coup de foudre, comme dans les films américains, où tu as deux regards qui se croisent dans un aéroport. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Ça doit être magique à vivre ça, où la personne lâche tout pour toi, elle te connaît ni d'Adam des Ève. Je ne sais même pas si ça existe. S'il y en a qui l'ont vécu, tant mieux pour eux. Mais oui, on s'est perdu un peu, une espèce de routine. C'est difficile d'entretenir un couple comme ça, avec des grosses personnalités. J'étais avec Brigitte, qui était lion. C'est un signe qui est très fort pour les femmes. J'ai eu d'autres filles lions, même si je ne suis pas trop dans les signes. Et puis moi, je suis Gémeaux, donc avec double personnalité, avec ses downs, ses ups. Je suis le vrai Gémeaux qui passe par des moments d'angoisse, des moments de doute, et puis des moments très euphoriques. Je suis un fou. Je suis gentil comme garçon, mais j'ai pas de limite, moi. Donc, et je me connais, je me suis canalisé avec l'âge. Mais tu m'aurais connu il y a 30 ans en arrière, j'étais un fou furieux. J'étais un fou furieux, j'étais dans l'excès de tout. Dans l'excès de tout, et la vie m'a fait que maintenant, voilà, j'ai peut-être vieilli, j'ai pris un petit coup sur la tête à force de prendre des coups. À force, ça m'a tassé, j'ai dû perdre 2 cm déjà de taille. Et puis, et puis voilà, je vois une vie plus simplement, plus... Tu as toujours eu ce look? Tu as toujours cultivé ce Ouais, look j'ai toujours eu un... jugé particulier par certains? Ouais. Mais les gens le diront, même ceux qui connaissent depuis 40 ans, ouais, sur les cheveux longs, j'ai toujours été d'avant-garde, j'ai fait des tatouages à 40 ans, mon premier à 40 ans, j'avais même pas le permis. J'ai toujours fait des choses comme ça, sans me poser vraiment de questions. Je suis le genre de type où je fais les choses sans poser... C'est pour ça que je me suis brûlé les doigts. J'ai payé pour ça beaucoup de fois, parce que si j'avais beaucoup plus réfléchi avant de faire des conneries, je les aurais pas fait. Quand on sait les conséquences. Mais le fait, tu me dis, Fabrice, demain on fait ça, Sam, je dis, écoute, Sam, laisse-moi 2 secondes, je réfléchis, vas-y, on y va. J'ai pas besoin de beaucoup de réflexion pour faire les choses, c'est dangereux, il y en a beaucoup qui regardent le pour, le contre. Moi, non. Moi, je fais les choses instinctivement, comme ça me vient. Si je suis bien, tu peux me faire n'importe quoi, je suis un fou. Tu me dis, voilà, je me suis fait tatouer voilà, dans des trucs improbables à l'étranger, les gens auraient eu peur, c'est crade, c'est pas grave, vas-y. C'est pas une incidence pour moi, je me pose aucune question là-dessus. Ça m'intéresse pas. Je suis un peu fou. T'es un marginal? Marginal, tout dépend comment on entend le mot de marginal. C'est-à-dire, j'ai du mal à rentrer dans le système. Ah, oui, la question est bien, je suis pas un marginal, mais j'ai beaucoup de mal, et depuis longtemps, parce que tu sais très bien que ma plus grande richesse, c'est ma liberté. J'ai eu la chance dans ma vie de toujours avoir fait ce que j'ai voulu, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir de patron qui te dit, tiens Fabrice, ça c'est là, il faut le mettre là. Je dis, écoute frérot, pour moi il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Et, donc je ne me suis pas marginalisé vraiment, mais j'ai horreur qu'on me donne des leçons. Et surtout comment on me dit comment me comporter. Tu vois, ça a été une horreur pour moi pendant la période de Covid. Quand je voyais nos dirigeants nous dire, voilà, il faudra faire ci, il faut ça, si vous êtes là, voilà. Mais dans ma tête, je me dis, mais ils sont qui ces gens pour nous dire à nous, comme s'ils avaient affaire à 70 millions de bobets, comment se comporter? On est assez grand.
Si j'ai envie d'ouvrir une fenêtre ou de manger avec ma maman, sans masque, tu vois ce que je veux dire, à la limite. Et donc ça, c'est donneur de leçons et me dire comment me comporter, ça, je ne supporte pas. Et ça a toujours été. Tu vois. Alors je respecte, je ne suis pas sans foi ni loi, absolument pas. Tu me dis de faire quelque chose, je le respecte, mais un peu à ma manière, quoi. Je suis un peu... ouais, je suis un peu dur à diriger, ouais. Je suis un peu borderline sur pas mal de choses. Et je crois que ça, tu l'as ou tu l'as pas. Et je pense que je vais aller jusqu'au bout comme ça. En tout cas, tu es très agréable à écouter, Fabrice, vraiment. C'est vrai? Ah oui, sincèrement. Mais là, je suis rentré loin, je veux dire, rarement des personnes. Je pense que j'étais bien chez toi pour me confier comme ça. J'espère encore une fois que les gens ne me verront pas d'une manière différente. Oh, je suis sûr que non. Voilà, je suis toujours le Fabrice qui est, comme il est, très émotif, très, voilà, c'est pornichard, je suis une vraie Madeleine. Les choses qui m'émeuvent, voilà, encore voilà. J'ai une vie complètement atypique et je pense qu'à force, ça me pèse. Voilà, c'est tout. Voilà. Il faut se faire une raison. Et à force, c'est lourd. Voilà, j'ai peut-être besoin un peu de repos, physiquement, mentalement, je sais pas. D'aller me mettre au vert chez mes potes à Bali. Et, voilà, peut-être aussi, quoi, là, je sais pas. T'es pas heureux en ce moment? Si. Ça dépend comment on conçoit le bon bonheur. Il y a mille façons de concevoir le bonheur. Si, je pense que je suis heureux, mais peut-être pas totalement, non. Peut-être pas totalement, il me manque quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais pour être vraiment épanoui, il manque quelque chose, ouais. Je sais pas. Ouais. Je vis au jour le jour, comme ça. Tu vois, voilà, comme un espèce de... un syndrome d'accomplissement absolu. C'est prétentieux de dire ça, parce que l'accomplissement absolu, je suis en train d'y lire en ce moment, c'est l'impression d'avoir tout fait. Alors, encore une fois, j'ai loin d'avoir tout fait, il y en a qui ont fait beaucoup plus que moi, mais j'ai un peu ce syndrome de... Il n'y a plus grand-chose qui me fait vibrer, qui m'émeut, si, mais qui me fait vibrer. J'ai l'impression d'avoir fait le tour un peu de tout. Et ça, il faut que je fasse attention, de ne pas me perdre et toujours redonner un peu un dynamisme et de me remotiver pour faire des choses, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout. J'ai eu de l'émotion avec des gens, en amour, dans le sport, j'ai vécu des trucs incroyables, j'ai fait des marathons, des Ironman, j'ai couru dans le monde entier, j'ai voyagé, j'ai connu des gens d'en haut en bas avec un panel de la société incroyable. Vraiment, j'ai une vie de incroyable. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir partagé un bout de cette vie Merci, Sam. incroyable. Et tu vas voir que tu vas continuer à vibrer sur des énergies qui te font du bien et qui te donnent envie de découvrir tout un tas de nouvelles choses encore. Tu vas voir, c'est une période, on traverse tous des périodes comme ça. Période de doute comme ça. C'est normal. Et puis tu es un garçon qui se pose beaucoup de questions. Et quand on se pose beaucoup de questions, on souffre. Ok, merci Sam. Ben oui, c'est la vérité. Belle réflexion, j'en tiendrai compte. Et merci encore de m'avoir ouvert ton cœur. Ah mais c'est moi qui te remercie pour ça, c'est toi qui me l'as ouvert ton cœur. On te retrouve sur les réseaux sociaux, Fabrice. Ton compte Instagram, il est inchangé et toujours aussi drôle. Hein. Merci. Fabrice-du-bas, Pékin Express-12, 13, 14. Et ton compte TikTok, c'est fabrice.pékin.express. Je vous invite vraiment à suivre Fabrice sur les réseaux sociaux. Vous trouverez des contenus qui sont toujours sympathiques. Je vous embrasse très fort, vraiment. Émouvants et atypiques aussi à regarder. On se retrouve très prochainement pour découvrir la véritable histoire d'une autre personnalité de la télé. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. À bientôt. Bye bye.